pas bien là? Bienvenue dans ce premier après-séance de l'été où le jeu ça va être de trouver chaque fois un endroit pour échapper à chez moi et la température de chez moi. Donc là on est sur le toit du Pandora. La ville n'est pas belle? Si elle l'est. Le Pandora, pour rappel, c'est un cinéma qui est à Avignon. Et si je vous en parle, c'est aussi parce que on va vous en reparler très rapidement pour un événement assez particulier, mais on y reviendra en fin d'après-séance. En tout cas voilà, on m'a même filé un espèce de petit ourson qui va prendre le son, là, un micro-cravate avec une petite toufface, un afro. Donc comme je vous avais dit dans le précédent après-séance, celui-ci, comme vous l'avez vu sûrement dans le titre, va être consacré en fait à certaines sorties de mai, du mois de mai, sur lesquelles jusque-là j'ai pas eu le temps de revenir. Je sais que je suis à la bourre, mais c'est soit des films par rapport auxquels vous avez été vraiment nombreux à me demander mon avis, soit des films, dans tous les cas, sur lesquels j'avais envie d'attirer ou de réattirer votre attention. Ça sera une après-séance en deux volets, en deux vidéos. Déjà parce que ça fera un effet symétrie que j'aime bien, avec à chaque fois un blockbuster et deux films d'ampleur un petit peu moindre, économiquement parlant en tout cas. Ça évitera d'effrayer les plus réfractaires au format un petit peu plus long, en gardant deux vidéos avec des temps raisonnables. Et bien entendu, avec les vues mirobolantes, affolantes, que dis-je, incroyables que va faire la deuxième vidéo, je pourrai m'acheter mon jet privé et ma résidence secondaire sur la Côte d'Azur. C'est comme ça que ça marche, bien sûr, bien sûr. Et pour le premier volet de cette après-séance consacrée au film de mai, on va parler de trois films que sont Elle de Paul Verhoeven, j'ai un petit papier, c'est pas génial ça. Elle de Paul Verhoeven, Maloute de Bruno Dumont et X-Men Apocalypse de Bryan Singer. Yeah. Commençons par Elle. Alors tu vois les superbes notes que j'ai prises pour Elle. J'ai rien à en dire, j'ai écrit Donc commençons tout de suite par Elle de Paul Verhoeven, qui est le premier film de Verhoeven dans un contexte français et qui est une adaptation d'un livre de Philippe Dian. J'irai pas jusqu'à dire que le film a fait totalement consensus, mais vraiment la très grande majorité des critiques que j'ai vues étaient vraiment en pamoison devant ce film, en célébrant la mise en scène vénéneuse de Paul Verhoeven, son retour aux affaires vraiment triomphant, la performance d'Isabelle Huppert. Donc j'y allais quand même avec bon espoir, d'autant que j'aime vraiment ce que fait Verhoeven d'habitude. La bande-annonce m'avait laissé assez circonspect il y a quelques mois parce que j'avais l'impression de voir dans une sorte de parodie d'un certain type de cinéma d'auteur français. Donc j'étais un petit peu en mode interrogateur, mais je restais curieux. Et donc verdict, en allant le voir, sur le coup, je l'ai pas aimé. Mais en fait, plus j'y repensais, plus les jours et les semaines passaient, et plus ce film continuait à m'interroger en fait. Et je me suis rendu compte que c'est parce que j'ai aimé le fond de ce film, mais j'ai pas aimé la forme. J'ai aimé ce qu'il racontait, mais pas sa manière de le raconter. Sur le fond, c'est un film qui est effectivement très raccord avec les thématiques habituelles de Verhoeven, qui s'astreint vraiment de la moralité et qui ne prône rien, qui se contente de poser vraiment un regard très cru, très acerbe sur ses contemporains. Dans une interview, il avait déclaré « Nous sommes tous psychotiques ». Je pense que ça résume bien le délire. Et le personnage d'Huppert dans ce film est vraiment fascinant dans sa manière d'être complètement insaisissable dans sa manière de réagir à ce qui lui arrive. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire d'une femme qui est productrice de jeux vidéo, qui se fait violer. Dans la première scène, c'est ce qui se passe. Et elle le dit pas tout de suite à son entourage. Et en fait, elle vit la suite de cet événement comme si c'était vraiment rien passé, mais pas en mode déni parce que la chose est trop difficile à accepter, parce qu'elle a juste un autre mode de fonctionnement. Et c'est ça qui est très intéressant avec ce personnage, c'est qu'elle a encore une fois une manière complètement inattendue de réagir aux choses. Par la suite, va se développer une relation assez trouble avec son agresseur, et le film va comme ça aller constamment à la lisière de ce qui est communément admis comme étant acceptable, mais pas par volonté pure et gratuite de provoquer, juste pour questionner nos référents habituels. Donc tout ce fond m'a vraiment intéressé, mais la forme, comment dire, elle m'a juste... C'est une sorte de concentration de tout ce qui me déplaît dans un certain type de cinéma français. Déjà, l'action qui se déroule dans un certain milieu bourgeois qui, personnellement, ne m'intéresse pas, alors toutes ces thématiques me passent vraiment au-dessus. Une direction d'acteur qui a l'air de se faire sous Xanax, pour schématiser le truc. C'est un parti pris de jeu, mais c'est un type de jeu qui personnellement ne me touche pas. Je n'inclus pas Isabelle Huppert dedans parce que je la trouve vraiment incroyable dans ce film, mais pour le reste, c'est une sorte de dynamique qui s'imprime un rythme au film qui, encore une fois, ne me parle pas. Une mise en scène qui se veut minimaliste pour laisser vraiment toute l'attitude aux interprétations des acteurs, mais qui finit pour moi par être juste illustrative et pas très intéressante. Des éclairages assez plats qui veulent faire un petit peu cinéma vérité, mais qui restent plats. Donc c'est pas un type de mise en scène et de dynamique globale qui personnellement m'emporte quelque part. Et dans une certaine mesure, j'ai besoin de ça au cinéma et j'ai pas retrouvé ça du tout dans ce film, ou dans sa forme en tout cas. J'ai reçu une goutte! On va dire, il y a 2-3 petites gouttes. Si ça reste juste de la bruine, on peut rester. Après, j'ai lu des critiques qui parlaient justement de la mise en scène de Verhoeven qui se fait discrète.
mais qui justement est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, du genre le chat qui regarde la scène de viol, donc multiplication des sources de regard, bestialité inhérente à l'être humain, la scène où Isabelle Huppert aussi observe son voisin par les jumelles, où elle tombe en fait sur les santons que sont en train d'installer le voisin et la voisine. Et mon Dieu, en fait, elle tombe pas sur le voisin, mais elle tombe sur le santon qui est en train de la regarder, donc ah là là, ça renvoie du regard. Non, j'ai pas du tout trouvé ça dans ce film, j'aurais bien aimé, vraiment, je suis disposé à aller chercher loin ce genre de choses, mais là, ça m'a pas du tout donné envie de le faire. Quant à Isabelle Huppert et Charles Berling en producteur de jeux vidéo, je pense que c'est aussi crédible que Depardieu en marathonien ou Elie Semoun en champion de MMA. Donc pour conclure, c'est un film qui m'a laissé assez froid sur le moment pour des raisons purement subjectives, en tout cas, encore une fois, sur la dimension purement formelle. Mais c'est un film qui vit aussi sur le temps long dans ma tête, et ça c'est plutôt positif et c'est à mettre au crédit de Verhoeven. Sincèrement, je préfère de très loin être confronté à un film comme ça plutôt qu'à une très jolie coquille vide que j'aurais oubliée dans les 2 heures qui suivent. Maloute de Bruno Dumont. Bruno Dumont qui continue dans sa veine burlesque qu'il a commencé à développer à partir de Petit Quinquin et qui avant ça faisait des films beaucoup plus noirs et entre guillemets sérieux, même si apparemment il y avait déjà une forme d'humour un peu grinçant dedans. Maloute, c'est le premier film de Bruno Dumont que je vois. Et merci Bruno Dumont! Ça fait du bien de voir un film français aussi atypique qui propose un univers vraiment à part, surprenant, original. Et ça m'a fait rire, tout simplement, ça m'a beaucoup fait rire. Ça n'empêche pas que le film reste très noir et pessimiste, vraiment dans le fond de son propos, avec d'un côté les bourgeois dégénérés, de l'autre les classes populaires cannibales, avec l'impossibilité de l'entente entre les deux. Avec ce regard très dur qui porte, même avec humour, c'est un humour qui est très dur envers les personnages. C'est pas vraiment du tout un humour basé sur l'empathie. C'est aussi un film qui a des partis pris esthétiques très tranchés. Et dans le paysage du cinéma français, c'est assez rare pour être mentionné. C'est un film qui est beau, vraiment, qui accorde une très grande importance au cadrage, à la composition du cadre et vraiment à l'utilisation des couleurs primaires aussi à l'intérieur du cadre. Il y a un gros travail d'étalonnage dans le film qui lui donne une méchante gueule. Mais c'est pas juste beau au sens, on va dire, statique et photographique. C'est aussi beau dans la manière dont les plans orchestrent le mouvement, permettent la circulation des corps et vraiment ça bouge de manière très orchestrale, très fluide. Et au niveau de la mise en scène, c'est très maîtrisé et ça m'a fait très plaisir de voir ça. Il y a un côté physique dans la comédie qui est très bien rendu dans ce film. On sent que Bruno Dumont a révisé son Jacques Tati. Et le ressort comique principal, en fait, qui marche du feu de Dieu, c'est le ressort comique du vide, en fait. Le vide chez les gens, le vide des échanges, le vide des idées, le vide de tout. Les personnages de ce film, quasiment tous, sont des sortes de pantins désarticulés qui traînent leur corps. Et il y a un travail sur le sound design qui est très drôle dans le film où tous, ils grincent en bougeant ou font des bruits, des espèces de bruits de ballon. Et c'est pas un truc sur lequel est mis l'accent en mode hey, poète. C'est juste un truc qui est là de manière purement arbitraire, qui n'est pas systématiquement mis en avant, mais ça crée une espèce de côté de coussin comique qui est toujours là, qui évolue avec eux et qui renforce vraiment l'impact en fait de chaque gag et de chaque mise en situation. Et surtout, Maloute, c'est un très bon exemple du fait qu'un gag, bien entendu, n'existe pas que sur le papier. Il y a une dimension de mise en scène pour mettre en avant ce gag qui est absolument essentielle. Je prends l'exemple du personnage de Machin dans le film, qui passe son temps à tomber. C'est pas le fait qu'il tombe qui est drôle. Si la caméra, par exemple, chaque fois qu'il tombait, l'avait suivi en mode c'est drôle, hein, un pot de banane, ça n'aurait pas du tout fonctionné. Justement, on en revient à la mécanique du vide. Et je prends l'exemple de la fois où Machin tombe de la dune. On est sur du plan large, on le voit juste crapahuter très lentement et difficilement du haut de la dune. On le voit trébucher, il tombe dans le silence le plus total. Et c'est justement le côté complètement nul et désuet de la chute qui est drôle. C'est pas la chute en elle-même, c'est la manière dont elle est réduite à sa dimension de rien. C'est comme le mécanisme comique de la répétition, comme quand il va chez la famille de cannibales, que les gamins mettent un truc derrière lui, qui trébuche en tombant, et qui se relève en regardant les gamins qui rient, qui fait « Ah bah oui, c'est drôle, hein? Ah bah, ah ouais, ah bon, c'est très long, mais c'est très drôle. » C'est comme tout comique de répétition, c'est très difficile à manier, parce que plus c'est répété, moins ça devient drôle, en fait. Il y a toujours un espèce de moment magique, où dans la nullité absolue, ça redevient hilarant. Et c'est à ce moment-là qu'il faut s'arrêter, ni avant, ni après, quand ça recommence à redevenir moins bien. C'est un travail de dosage, et je trouve que ce film le fait vraiment avec brio. En fait, comme contre-exemple, ça m'a fait penser à Astérix 4, Service secret de Sa Majesté. Enfin, Astérix chez les Bretons,
qui est un très mauvais film. Je pensais pas qu'il était possible de faire pire qu'Astérix 3 aux Jeux Olympiques. Mais si, apparemment c'était le cas. Bref, c'était pas ça le propos. Je prends l'exemple d'un gag dans ce film qui pour moi est complètement desservi par la mise en scène. C'est dans la dernière partie, quand les Normands sautent de la falaise. Il y a un plan très très large où on les voit de très loin, des petits points qui sautent de la falaise qu'on voit tomber. Et au moment où ils tombent dans l'eau, où ils arrivent à la surface, ça cut à très très près où on voit les corps tomber au ralenti. Et c'est nul, ça. Le seul gag potentiellement drôle de ce film, à mon sens, est réduit à néant juste par ce choix de mise en scène. C'est pas comme si, pendant des décennies, Bibi et le coyote étaient passés par là pour donner l'exemple. Il y a je parle du running gag du coyote qui tombe dans le ravin. Il n'y a pas un plan au sol du ravin où le coyote va tomber au ralenti et faire « j'ai mal ». Non, justement, c'est parce que le coyote est en haut du ravin que la caméra reste en haut et le voit faire sa petite chute minable et qu'au fond du ravin, on voit juste le petit nuage de fumée ridicule, justement. Et c'est ça qui crée tout l'effet comique. C'est ça que les créateurs de Astérix 4 n'ont pas compris. Et c'est ça que, par contre, Bruno Dumont a très très bien compris. Donc voilà, cette mécanique du vide m'a plu parce que j'aime beaucoup l'humour absurde et que ça crée des situations d'une absurdité totale. Avant d'en terminer avec ce film, mention spéciale à l'acteur/actrice Raph, qui joue le personnage de Billy, le personnage transgenre du film, qui a une présence incroyable, que j'espère vraiment revoir dans les films à l'avenir. Et voilà pour Maloute. X-Men Apocalypse, je vais dire de la merde sur ce film et Bryan Singer m'envoie des nuages sur la tronche pour pas que j'en parle. X-Men Apocalypse de Bryan Singer. Alors je vais faire assez court sur ce film, mais il m'a beaucoup déplu. J'ai pas du tout aimé ce film. Je sais pas ce qui est arrivé à Bryan Singer. Il y a une époque où il faisait partie de ces gens qui arrivaient à évoluer dans le système hollywoodien à grande échelle, avoir de la puissance et vraiment accéder à des gros budgets, à des productions conséquentes, mais à rester des auteurs vraiment. Même quand il s'attaquait à des blockbusters, je pense par exemple au premier X-Men, il y avait un côté très sophistiqué, très stylisé dans la mise en scène. Je repense à la scène où Magneto et Xavier discutent au début dans cette espèce de construction architecturalement super chiadée, quoi, avec plein d'effets de miroirs et de vitres, de reflets. Et il y avait un côté très, encore une fois, sophistiqué, même dans les thématiques, parce qu'il avait commencé à imprimer à toute la première trilogie sur la question de la différence, sur l'acceptation de la différence, sur le côté mutant traité vraiment comme métaphore de plein de choses. C'était passionnant. À cause de ça, pas mal de gens avaient un petit peu reproché à son style d'être un style assez froid et beaucoup trop cérébral, quelque part. Mais c'est pas un problème, on va pas aller voir Kubrick, bon, d'autant qu'il est mort, mais aller le voir et lui dire « Mec, ton style est trop froid, ok, pas de souci, je vais rajouter des trucs. » Non, Bryan Singer, c'était sa marque de fabrique. Après, il a aussi évolué en tant qu'être humain, ça commence à remonter, les premiers X-Men et les films qu'il a fait avant, Un élève doué, notamment, bien sûr, Usual Suspects. Mais voilà, il a évolué en tant qu'être humain. Mais même dans les années 2000, dans la deuxième partie des années 2000, il a accouché de choses vraiment où il y avait un propos, il y avait quelque chose à se mettre sous la dent. Même Superman Returns, sur lequel tellement de gens se plaisent à chier allègrement, je suis désolé, mais il faisait pas partie du tout venant du blockbuster. Même si on peut ne pas aimer ses choix narratifs et ses choix de traitement du personnage, c'est un film qui avait quand même de la personnalité dans la mise en scène et de la personnalité dans sa manière vraiment d'aborder tout le matériau de base avec beaucoup d'affection. Et là, X-Men Apocalypse, pour revenir, c'est un film qui aurait pu être fait par absolument n'importe qui. Déjà dans Days of Future Past, le style de Singer se faisait de plus en plus caméléon, on pourrait dire. Mais là, avec Apocalypse, il a franchi la barrière de l'impersonnalité. Putain, j'ai fait un truc à la John Woo, quoi. Mais là, avec Apocalypse, il a franchi, pas juste un pas, mais une enjambée de géant dans les directions de l'impersonnalité complète. Même les seuls plans qui ont un petit peu de personnalité, un petit peu de gueule, vraiment, où on sent que Singer a eu envie de se faire plaisir en jouant sur les éclairages, en jouant sur les clairs-obscurs. Notamment dans l'intro du film, dans la pyramide, avec cette espèce de contre-jour. C'est le seul plan, presque, dont je me souviens du film, parce que je m'étais dit « Ah tiens, là, il y a un truc !» Et bien même ces seuls plans-là sont charcutés par le montage qui ne leur donne pas le temps de se déployer. C'était pas compliqué de mettre un petit peu, je sais pas, 2 secondes de plus sur un plan comme ça pour prendre le temps vraiment de poser un plan, poser un décor, poser une situation, poser des personnages. Là, je suis en train de me rendre compte, en fait, en vous parlant, c'est en fait vraiment plus le montage que la mise en scène qui m'a dérangé. Parce que le montage, c'est bien entendu essentiel comme étape, mais beaucoup de gens s'accordent à dire, et je trouve qu'ils ont vraiment raison, je suis totalement d'accord avec ça, que le montage, c'est aussi important que la phase d'écriture. Le montage est une phase d'écriture à part entière. Avec le montage, on peut vraiment transfigurer un film, on peut lui imprimer un certain rythme, une certaine dynamique. Et c'est ce qui rend, à mon sens, Apocalypse aussi, encore une fois,
inodore, incolore, sans saveur. Concernant le scénario et toutes les incohérences qu'il y a dedans, beaucoup de gens les ont déjà relevées, ces incohérences. J'ai même pas envie de parler spécialement du scénario. Oui, le plan de Apocalypse est tiré par les cheveux. Oui, il y a plein de plot holes dans tous les sens. Après, ça pose une autre question. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de faire un blockbuster sans être perclus d'incohérences? J'ai l'impression que c'est devenu vraiment monnaie courante et ça, c'est un peu plus dérangeant, par-delà les cas particuliers. C'est quand même pas compliqué d'écrire un film en se disant « Putain, si on fait ça, on va se faire défoncer par les honest trailers ». Et apparemment, c'est à ça qu'ont pensé les scénaristes et les réalisateurs de Captain America 3. Bon, ça n'a pas à 100% marché, on est d'accord, mais au moins ils y ont pensé. Une scène quand même m'a beaucoup plu dans le film, et c'est bien entendu la scène de Quicksilver, qui est, je vous l'accorde, une redite de Days of Future Past. Mais une redite aussi jouissive, je dis oui, surtout quand tout le reste du film me laisse froid à ce point. Même si, en termes d'effets, il y a certains plans qui chient un petit peu, notamment sur les doublures numériques, qui sont pas sans rappeler l'agent Smith dans Matrix Reloaded. Globalement, on sent la volonté d'aller plus loin encore de ce qu'ils ont fait dans Days of Future Past en termes d'échelle, en termes de jeu purement ludique avec les personnages en présence. Et ça m'a beaucoup plu quand on entend les premières notes de Sweet Dreams de Eurythmics. J'étais en mode, oh, moi aussi ma petite friandise au milieu de cette déception. J'attendais aussi le caméo de Wolverine avec beaucoup d'impatience, mais j'ai été déçu. Déjà, tout le trip Armix, ça fait plusieurs fois qu'on le voit, donc ça commence à être un petit peu relou, même si là ça se déroule dans un univers parallèle, machin, c'est plus la même chose, mais quand même. Et ça fait plusieurs films en fait que j'ai l'impression qu'on reproche, et souvent à juste titre, aux incarnations de Wolverine dans les différents films, on reproche à Wolverine en fait de pas être le quart de l'ombre de la moitié du badass qu'il est censé être, notamment bien sûr avec X-Men Origins Wolverine, mais enfin tout ce qu'il a fait ensuite dans les autres films. Je suis assez d'accord, donc on sent avec Apocalypse qu'ils ont voulu faire une scène où ils sont en mode ok, on va donner vraiment une scène berserk à Wolverine où il devient fou, il devient une bête sauvage, il tue tout le monde. Et effectivement, la scène est très violente. Je crois que vraiment qu'en termes graphiques, en termes de sang tout simplement, c'est la scène la plus violente de Wolverine de toute la saga X-Men. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé avec Hugh Jackman, c'est que sa rage de Wolverine, sa rage de berserk, je n'y crois pas. En fait, il a pas la folie suffisante dans les yeux. À un moment, il est face à une caméra de sécurité, et on le voit juste en gros plan comme ça, fait... Et sauf que je n'y ai pas cru, parce qu'il n'y a pas cette lueur de folie dans les yeux de Hugh Jackman. Paradoxalement, je le trouvais beaucoup plus dangereux et bestial dans les deux premiers X-Men, réalisés par Bryan Singer aussi. Alors que, en termes de violence graphique, en termes d'intention, c'était pas censé être le cas. Mais je sais pas, peut-être qu'il était moins dans sa zone de confort avec le personnage, moins dans sa zone de confort en termes de carrière aussi. Peut-être que tout simplement, il a plus en lui cette rage d'en découdre. Apparemment, après Apocalypse, il y aura un tout dernier film avec Wolverine joué par Hugh Jackman, qui sera un standalone movie, donc basé sur l'arc narratif Old Man Logan. Donc, les créateurs du film ont vraiment déclaré vouloir faire un truc vraiment en mode bouquet final, où on verra vraiment le Wolverine bestial que tout le monde a envie de voir. Sauf qu'après Apocalypse, je suis un peu méfiant. Autre chose concernant Apocalypse, le film s'est beaucoup fait latter concernant le personnage d'Apocalypse, interprété par Oscar Isaac. Surtout sur ses plans bien sûr, mais sur son maquillage, sur sa tronche qui était jugée assez ridicule, les parties pris esthétiques sur le personnage. Apparemment ils ont hésité entre l'option maquillage et l'option créer un personnage tout en image de synthèse. Et je suis vraiment content qu'ils aient choisi quand même l'option maquillage, aussi bourré de défauts sautels. Déjà parce que vous commencez à le savoir, mais de manière générale, je suis très peu convaincu par les créatures entièrement créées en image de synthèse. Pour moi, un maquillage sera toujours mieux pour en créer un personnage dans sa réalité physique. Et aussi parce que si on choisit de voir X-Men comme un nanar, un mec en maquillage, c'est toujours plus drôle. Eh oui. Pour en finir avec ce film, j'ai vraiment eu l'impression que ça n'apportait tout simplement rien à la saga X-Men, autant au niveau des thématiques que du traitement. Et voilà, au bout d'un moment, Magneto qui fait « je suis bon, je suis mauvais, je sais pas ». C'est bon, je pense qu'on a fait le tour de ça, c'est pas la peine de recréer ce schéma encore et encore. Voilà donc pour ce premier volet de cette après-séance dédiée à quelques sorties de mai 2016. On se retrouve très rapidement pour la deuxième partie, vraiment très rapidement. Donc je vous dis à très vite. Ciao!